Le plan Orsec déclenché dans l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Sarthe à la suite des inondations. Un hôpital et des maisons évacuées, les eaux de la Vilaine et de la Mayenne montent toujours. La CFTC et les mouvements sociaux, la Confédération française des travailleurs chrétiens, n'appellera pas ses adhérents à participer à la journée nationale de mardi prochain. Les rumeurs de guerre au Proche-Orient sont sérieuses et justifiées par des mouvements de troupes, activité diplomatique intense, mais pour M. Kissinger, le danger ne serait pas imminent. Réaction des compagnies pétrolières françaises au rapport de la commission parlementaire d'enquête. Il est faux, disent-elles, d'affirmer que nous avons triché sur les prix. À 20h30 au Parc des Princes, la France sera opposée à l'Allemagne de l'Est pour la Coupe d'Europe des Nations. Un match que les Français doivent remporter à tout prix s'ils veulent conserver leur chance. Un match de football qui ne sera malheureusement pas retransmis tout à l'heure sur notre chaîne en raison du mouvement de grève qui affecte les moyens directs à l'appel de la Fédération des syndicats unifiés. Les résultats donc de ce match dans notre édition 24 heures dernière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Après la Vilaine, c'est la Mayenne qui a justifié cet après-midi le déclenchement du plan Orsec. Dès ce matin, un hôpital avait dû être évacué et les riverains de Rennes étaient appelés à vider leurs caves qui menaçaient d'être inondées d'un moment à l'autre. Dans la région de Vitré, les eaux montaient de 6 à 8 cm à l'heure et cette crue menaçait d'être plus importante que celle de 1966 dont on se souvient en Ille-et-Vilaine. Ce sont donc maintenant les régions de Rennes au Mans, en passant par Laval, qui sont touchés. Et nous allons avoir tout de suite la preuve en images de ce que nous disait tout à l'heure Monsieur Météo. Reportage de notre station de Rennes. Les pluies incessantes qui sont tombées sur l'ouest de la France, et plus particulièrement sur le département de l'Ille-et-Vilaine depuis quelques jours, ont entraîné d'importantes crues de la Vilaine, bien sûr, et de la Mayenne. La gravité de la situation a conduit ce matin au déclenchement du plan Orsec inondation. Son application s'est étendue dans tout le bassin de la Vilaine et cet après-midi dans la Mayenne. Des villages entiers et plusieurs quartiers de Rennes et de Vitré sont menacés par la crue et le niveau de l'eau dépassait hier soir déjà la cote d'alerte. Ce matin, l'eau montait de 8 cm dans l'heure. Dans l'après-midi, on notait une certaine accalmie, mais ce soir, les eaux montent de nouveau rapidement. Cependant, de nombreux habitants ont pu quitter leur maison à temps. À Vitré, des malades ont été évacués de l'hôpital, dont certaines salles étaient menacées. À Rennes, on se souvient des inondations de 1966 qui avaient provoqué d'importants dégâts. Et en déclenchant le plan Orsec dès ce matin, les Rennais ont pu vider leurs caves, sauver des meubles qui, dans la nuit, pouvaient être emportés par les eaux. Près de Vitré, un moulin transformé en cidrerie a dû stopper son activité, la Vilaine ayant balayé les stocks de pommes. La nationale 794 est coupée entre Vitré et Laval, tandis qu'entre Rennes et Vitré, plusieurs routes sont interdites à la circulation. De même, les eaux recouvrent la nationale 13. La situation est également préoccupante en Mayenne, près de Château-Gontier, dans l'Orne, près de Flers, dans le Finistère, à Morlaix et à Châteaulin, dans la Sarthe et le Calvados. La Bretagne va rester en éveil. Pompiers, gendarmes, militaires, secouristes déploient leurs efforts. Le temps reste maussade et de nouvelles chutes de pluie sont à craindre. Seul point nouveau sur le plan social, l'enlèvement des ordures ménagères à Paris effectué depuis aujourd'hui par les militaires du contingent. Une mesure que dénonce la CGT, estimant que cela brise la grève des travailleurs, alors que le gouvernement refuse le dialogue sur les conditions de travail. Pour le ministre de l'Intérieur, il était indispensable de protéger l'hygiène et la salubrité de Paris. Et puis cet après-midi, une prise de position de la CFTC concernant la journée nationale d'action de mardi prochain, organisée par la CGT, la CFDT, la Fédération d'éducation nationale et le CID UNATI. La CFTC ne s'y associera pas. Voici ses raisons. Au cours des dernières semaines, des problèmes professionnels sérieux ont surgi dans le secteur nationalisé, comme le problème des effectifs dans les PTT par exemple, celui des bas salaires chez les cheminots, et ces problèmes ont provoqué l'entrée dans la grève d'un certain nombre d'organisations CFTC. Le bureau confédéral constate aujourd'hui qu'en se généralisant systématiquement,
la grève change de nature et passe sur un terrain qui, incontestablement, n'est plus seulement syndical. La CFTC se refuse donc à rentrer dans la grève dans ces conditions et elle donne consigne à toutes ces organisations de ne pas participer à la grève du mardi 19 novembre, qui d'autre part n'est certainement pas le meilleur moyen de résoudre le problème de l'emploi qui est le problème dominant actuellement. D'autre part, de longue date, la CFTC a proposé des procédures de médiation pour résoudre un certain nombre d'impasses. Elle pense qu'il serait particulièrement opportun en ce moment d'avoir recours à de telles procédures pour mettre fin à des impasses et résoudre des problèmes de fond qu'il faudra bien résoudre un jour et que la grève du 19 ne résoudra certainement pas. Corvée de poubelles à Paris depuis cet après-midi pour près de 3000 soldats du contingent venus des régions militaires de Paris, de Rennes, de l'Est et d'Allemagne. À l'origine de la décision de faire intervenir l'armée prise par le ministre de l'Intérieur, M. Michel Poniatowski, les problèmes d'hygiène, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que le chauffage urbain est assuré à 30% par la combustion des ordures ménagères dans 3 usines, à Issy-les-Moulineaux, Ivry et Saint-Ouen. Ces usines étaient menacées d'une rupture de stock et il aurait fallu alors recourir au fioul. Les Parisiens déversent chaque jour dans leurs poubelles un total de 3000 tonnes d'ordures ménagères. Depuis le début de la grève des éboueurs, mardi, c'est donc plus de 10 000 tonnes de détritus qui sont venus s'amonceler sur les trottoirs de la capitale. Les militaires pensent les avoir déblayés d'ici mercredi ou jeudi. Un communiqué du comité intersyndical du livre parisien CGT. Il appelle ses adhérents à cesser le travail pendant un minimum de 3 heures mardi et à participer à la manifestation de la Bastille à la gare de l'Est. Mardi, les journaux quotidiens devraient être distribués avec environ 1 heure de retard. Et puis sur le plan des relations entre partis politiques et syndicats, le Parti socialiste annonce qu'il a décidé d'annuler la réunion prévue pour lundi prochain avec M. Bergeron, le secrétaire général de Force ouvrière. Compte tenu du contexte politique, économique et social actuel, cette réunion aurait été interprétée d'une manière erronée, déclare le Parti socialiste. L'affaire des compagnies pétrolières. Le rapport de la commission parlementaire d'enquête vient d'être publié. Il porte 3 accusations essentielles contre les sociétés pétrolières. Elles ne paient pas d'impôts, elles fournissent de mauvais renseignements sur les prix à l'administration et elles s'entendent entre elles pour se partager le marché. Nous avons entendu à 13 heures le rapporteur de la commission, M. Schwartz. Voici maintenant la réponse du directeur général de la Compagnie française des pétroles. Pour les impôts, dit-il, les compagnies se placent dans le cadre de la législation actuelle. Quant aux informations sur les prix, eh bien, voici la réponse de M. Dalmont. C'est une affirmation qui ne tient absolument pas. Comment pourrions-nous d'ailleurs tricher sur les prix? Tous les éléments de nos prix de revient sont publiés, sont disponibles. Ils résultent de contrats qui sont parfaitement connus, d'accords qui sont parfaitement connus. Il y a une accusation qui touche directement votre société, la Compagnie française des pétroles. Selon ce rapport, votre société est sortie de la mission du cadre qui lui avait été assigné à son origine. Alors que répondez-vous? Cette insinuation me paraît bien malveillante et en tout cas sans fondement. Jugez-en vous-même. La Compagnie française des pétroles a en premier lieu été chargée de développer une production au Moyen-Orient à partir des droits que la France s'était acquis par le traité de San Remo. Nous avons répondu à la mission qui nous avait été confiée et ces ressources ont permis de concourir à une fraction très importante de l'approvisionnement pétrolier français, au moins 1/3 des besoins de la France. Et nous avons en outre, à travers cet effort d'exploration et de production, établi des rapports privilégiés avec les pays producteurs, avec l'Irak et l'Algérie, pour citer 2 exemples, ce qui a permis d'établir pour la France des relations privilégiées avec ces pays sur le plan du développement de ressources d'énergie nécessaires à l'économie de notre pays. La gauche, un espoir pour la France, tel est le thème du colloque qu'organisent pendant 2 jours à Paris les radicaux de gauche.
Parmi les participants, de nombreux membres de ce parti, mais également des personnalités venant d'autres horizons, comme messieurs Léo Hamon, Jean Charbonnel et Jean-Marcel Jeanneney, qui refusent d'appartenir à la nouvelle majorité présidentielle. Ce matin, en ouvrant ce colloque, Robert Fabre, le président des radicaux de gauche, a considéré leur présence comme un événement politique. Au centre des interventions, les grandes questions de l'actualité, et d'abord l'inflation et la crise de l'énergie. Jean Charbonnel, ancien ministre, a insisté sur l'absence actuelle d'un consensus social entre les partenaires sociaux qui constitue, toujours d'après lui, un amplificateur à l'inflation. Une politique de courage et de responsabilité s'impose, d'après Jean Charbonnel. Cette politique, a-t-il ajouté, seule la gauche peut la mener. Autre question abordée, l'Europe et sa relance économique et politique. Jean-Marcel Jeanneney, ancien ministre du général de Gaulle, a noté l'absence d'une réelle volonté politique au niveau européen. Selon lui, il est urgent de mettre en place des forces politiques et des institutions capables de provoquer une véritable adhésion. Demain, d'autres orateurs interviendront. Robert Fabre tirera ensuite les conclusions de ce colloque. Jacques Chaban-Delmas en pèlerinage à Colombey-les-Deux-Églises, avec lui les anciens résistants des réseaux de parachutage de Londres, dont il est le président. L'ancien Premier ministre a déclaré « Quand la tension monte dans le monde, c'est le moment de faire un pèlerinage à Colombey, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'esprit gaulliste plus que jamais est nécessaire. » René Haby, ministre de l'Éducation à Saint-Étienne, devant les congressistes de l'Union nationale des associations familiales, le ministre a dit « Il ne faut plus que les élèves se sentent coupables lorsqu'ils sont en retard dans leurs études. La précocité est un signe, sans doute, mais non le signe de l'intelligence. Chaque enfant doit travailler à son rythme propre et non en compétition avec son voisin. » Les âges de 6 ans pour l'entrée au cours préparatoire et de 11 ans au cours élémentaire ne seront plus considérés comme des limites intouchables. Le camp de réfugiés palestiniens de Rachidi au sud Liban est en état d'alerte. C'est la dernière information qui nous soit parvenue concernant les rumeurs de guerre imminente au Proche-Orient. Selon cette nouvelle, des vedettes israéliennes ont été aperçues depuis la ville de Tyr. Ce matin, des habitants de villages frontaliers libanais parlaient d'autre part de mouvements de chars du côté israélien. Et puis, sur les lignes de cessez-le-feu avec la Syrie, la tension est, semble-t-il, particulièrement grande. Israël reproche en effet à l'Union soviétique d'effectuer d'importantes livraisons d'armes à la Syrie. Le secrétaire d'État Kissinger a d'ailleurs adressé un appel à Moscou demandant aux dirigeants russes de faire preuve de modération dans leur aide militaire aux pays arabes. On sait aussi que le président égyptien Sadat a adressé aujourd'hui 2 messages, l'un au président Ford, l'autre à M. Brejnev. On voit donc que cela bouge sur les fronts militaires et diplomatiques. On ne peut en dire plus pour l'instant, sinon espérer que cette tension ne fasse pas éclater un nouveau conflit au Proche-Orient. À Rome vient de s'achever la conférence mondiale sur l'alimentation. Elle s'est terminée sur un appel à tous les pays pour qu'ils aident ceux qui ont faim. 500 millions d'hommes dans le monde, 500 millions d'affamés. Il y a des pays où l'on détruit les produits agricoles qui ne sont pas rentables. Il y a des pays qui considèrent ce phénomène comme scandaleux parce qu'ils connaissent la sous-alimentation. Il fallait donc s'y attendre. Cette conférence mondiale sur l'alimentation a été avant tout une dénonciation des pays riches qui pratiquent le gaspillage. On a parlé de sécheresse, on a parlé de calamités naturelles, on a parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas souligné suffisamment que si la situation actuelle est ce qu'elle est, ça résulte essentiellement dans le désir de certains pays de sauvegarder des intérêts économiques. Je disais tout à l'heure à un journaliste américain, je lui rappelais les paroles de John Fitzgerald Kennedy qui disait que l'homme a sur Terre tous les moyens à sa disposition. C'est une question de politique et de bonne volonté. La bonne volonté est la chose la moins bien partagée du monde. Les pays en voie de développement ont dit qu'il fallait dépasser la notion d'aide alimentaire, c'est-à-dire, en somme, la notion de charité. Ils ont proposé un système international qui assurerait la répartition des produits alimentaires
Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir si cette conférence mondiale a été ou non positive. 3 points importants s'en sont dégagés. Je crois qu'au point de vue politique, le plus important est l'apparition dans la scène internationale des pays producteurs de pétrole, de l'OPEC, qui ont décidé de proposer la création d'un fonds mondial pour l'agriculture. La création de ce fonds dans une enceinte internationale peut être considérée comme positive. Le deuxième aspect que l'on peut également souligner comme positif est la création d'une réserve alimentaire de 10 millions de tonnes de céréales. Des pays aussi importants que les États-Unis d'Amérique, le Canada et la communauté européenne ont déjà endorsé cette proposition. Troisièmement, il y a un aspect institutionnel qui permettra aux questions agricoles d'être traitées au niveau politique le plus élevé. Jusqu'alors, ces questions étaient traitées dans une enceinte qui était celle de la FAO, au niveau des ministres de l'Agriculture, mais maintenant, il a été décidé que les questions agricoles, finalement, touchaient aussi bien les affaires étrangères, les affaires économiques et les rapports internationaux. Et ce mécanisme que l'on appelle maintenant le Conseil mondial de l'alimentation permettra de prendre des décisions politiques aussi bien pour les besoins d'urgence que pour les besoins à moyen et long terme. L'aide des pays producteurs de pétrole, une certaine bonne volonté de la part des États-Unis, du Canada et de la communauté européenne, la création d'un Conseil mondial de l'alimentation. Finalement, cette conférence a été moins négative qu'on ne le prévoyait généralement, dans la mesure où il était difficile à plus d'une centaine de pays ayant des intérêts différents d'adopter des décisions communes. Le point culminant de la campagne électorale était hier soir. Ce matin, les rues d'Athènes n'étaient plus jonchées que de milliers de tracts et demain, le peuple grec va voter. C'est un événement puisque les dernières élections remontent avant le régime militaire d'avril 1967. Florentin Karamanlis, le chef du gouvernement grec depuis la chute de la dictature, est le candidat le plus en vue de cette élection. Il a fondé un parti, la Nouvelle Démocratie. Mais il voudrait prendre de la hauteur, se situer au-dessus du jeu des partis, apparaître comme le rassembleur du peuple grec dans une attitude très gaullienne. Outre le rétablissement de la démocratie, son programme prévoit essentiellement l'adhésion de la Grèce au marché commun. Sur le plan intérieur, il est le seul à ne pas se prononcer pour la République. Le choix entre conserver la monarchie, comme avant les colonels, ou instaurer la République, est en effet un débat qui domine la campagne électorale. Constantin Karamanlis a toujours été le leader d'une droite très autoritaire, et ses adversaires ne l'oublient pas. Ainsi, un récent incident a été largement commenté. Toute la presse a reproduit une photo qui a été prise il y a 2 semaines lors d'une réunion électorale. On y voit Constantin Karamanlis serrer la main d'un officier en uniforme, le colonel Mitsou. Le colonel Mitsou, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien. En 1962, il était chef de la police à Salonique. C'est lui qui a organisé l'assassinat du député Lambrakis. Une histoire qui a fourni le scénario du film Z, le film de Costa Gravas, avec Yves Montand et Pierre Dux. Et en 1962, Constantin Karamanlis était le chef du gouvernement. Karamanlis a-t-il changé après 8 ans d'exil, ou est-il toujours cet homme à poigne? Les électeurs grecs pensent qu'il a changé et beaucoup lui accordent une confiance absolue. Georges Mavros est centriste. Il a regroupé, dans l'Union des Forces Nouvelles, plusieurs mouvements de résistance à la junte, des mouvements qui s'appuyaient sur la bourgeoisie. Ancien ministre des Affaires étrangères, il a démissionné pour mener sa campagne. Lui aussi est favorable au marché commun. En réalité, son programme ressemble beaucoup à celui de Karamanlis. La différence essentielle porte sur la nature du futur régime. Quelle espèce de république on va avoir? Il y a tant de... Il reste, naturellement, le point de vue de M. Karamanlis ne sont pas encore annoncés au public. J'attends pour voir ce qui se passe. Georges Mavros souhaite un régime parlementaire. Il est vrai que par ses attitudes, ses déclarations, son électorat, surtout composé de petits notables, il rappelle certains hommes politiques de la Troisième République. Il pense pouvoir jouer un rôle de premier plan. Karamanlis n'aura pas la majorité absolue, dit-il. Il sera obligé de composer avec moi. Andreas Papandreou.
il vient en quelque sorte de réussir une première. Il a créé et imposé un parti socialiste. La Grèce n'en avait jamais connu auparavant. En politique étrangère, le programme de Papandréou est très simple. Il faut mettre les Américains à la porte. Il est aussi hostile au marché commun. Le marché commun n'a pas guidé des solutions ici en Grèce qui sont très agréables pour nous. C'est un contrat, un arrangement qui favorise le grand pays, mais pas le petit pays. Il faut changer ça. Si on peut changer à notre faveur, bien alors. Si on ne peut pas, on peut aller seul. Hein. Andreas Papandréou réclame aussi la neutralisation de la Méditerranée. Cette exigence provoque des sourires dans toutes les chancelleries. Mais inlassablement, au cours de petites réunions de province ou bien dans de gigantesques meetings, Andreas Papandréou développe son programme économique, nationalisation du système financier dans son ensemble et des principales unités de la production. Enfin, sur la gauche de cet éventail politique, les communistes. Et ce pluriel est de rigueur. Depuis 1945, les communistes sont divisés en deux tendances. Une tendance orthodoxe, qui gravite dans l'orbite de Moscou, une tendance beaucoup plus indépendante. Pour cette élection, les deux partis font cause commune au sein de la gauche unie. Leur leader est Ilias Iliou, un vieux militant, un vieux résistant, usé par des années et des années de prison. Dans votre programme, vous n'insistez pas tellement sur les nationalisations, enfin surtout le programme économique que l'on attend d'un parti communiste. Nous sommes plus modérés en promesses, mais pas en substance. Il y a d'autres partis qui font beaucoup de promesses, mais qui ne paraissent pas pouvoir réaliser ce qu'ils proposent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que le PC participe aux élections à visage découvert. Jusqu'à présent, il était illégal d'être communiste. Ces longues années de clandestinité expliquent sans doute le manque de renouvellement du personnel dirigeant. Seules de rares personnalités viennent d'apparaître, par exemple le compositeur Mikis Theodorakis. Dimanche, les Grecs vont donc élire des députés, qui leur donneront un gouvernement, mais qui leur donneront surtout une nouvelle constitution. C'est pourquoi ces premières élections, depuis plus de 10 ans, engage gravement l'avenir de la Grèce. Quelques résultats de sport. D'abord de basket, un résultat important puisqu'il concerne la tête du championnat. Bagnolet a battu Denain par 88-81. Et puis j'apprends à l'instant que Villeurbanne vient de battre Antibes 99-86. En rugby, nouvelle victoire des Springboks qui ont battu à Tarbes une sélection française de 2e division par 36 points à 4. Football, à Erfurt, les espoirs français et les espoirs de l'Allemagne de l'Est ont fait match nul cet après-midi 1-1. Dans quelques instants, au niveau supérieur, l'équipe de France A de football rencontrera l'Allemagne de l'Est, mais cette fois au Parc des Princes, pour les raisons que je vous ai indiquées au début de ce journal et qui concernent les mouvements de grève des moyens techniques. Le match ne sera pas retransmis sur notre antenne comme prévu à 20h30. Vous pourrez le suivre sur France Inter, onde moyenne, et nous vous donnerons les résultats lors de 24 heures dernières, vers 23h. Une toute dernière information, c'est le point sur les inondations dans le bassin de la Mayenne. Les riverains ont été évacués ce soir à Laval et dans plusieurs bourgs du département qui longent le cours d'eau. Depuis 18 heures, la situation s'est, semble-t-il, stabilisée, mais la décrue n'est pas encore amorcée. Nous souhaitons une bonne soirée, donc rendez-vous vers 23h. Bonsoir.